à cause de la période exceptionnelle que nous vivons et à cause de ce que j'ai décrit comme étant le sens de cette élection, les Ivoiriens et les Ivoiriens ont réfléchi et au lieu d'être le candidat d'un parti, je suis aujourd'hui le candidat d'au moins 10 partis et de plusieurs organisations. Il ressemble à Houphouët-Boigny à travers tous les projets que Houphouët avait mis en place, qu'il n'a pas achevé avant de mourir. Il n'a jamais refusé que Yamoussoukro soit la capitale de la Côte d'Ivoire. Seulement, ça s'appelle Yamoussoukro, ça ne s'appelle pas Boigny-Gros. Il continue l'œuvre de Houphouët-Boigny en construisant le Parlement. La présidence de la République est en construction. Pourquoi? Parce que nous voulons être libres. Il sait bien ce qu'il fait. Quand en 1983, il est apparu qu'Abidjan saturé devait être affranchi d'un certain nombre de ses institutions et administrations, il fut décidé de transférer la capitale au cœur du pays. Et c'est tout naturellement sur Yamoussoukro, en plein essor et d'ores et déjà situé au carrefour des grands axes de communication, que le choix se porta. Un choix qui pouvait encore à l'époque apparaître de l'ordre du défi. Un défi néanmoins largement encouragé durant près de 30 ans par la ferveur de Félix Houphouët-Boigny,
et qui aboutit à la construction d'un certain nombre d'institutions politiques, administratives, universitaires, culturelles, touristiques et cultuelles, dont la célèbre basilique. Mais un défi désormais définitivement relevé, à dessein et avec panache, par Laurent Gbagbo, qui engage aujourd'hui le destin de Yamoussoukro vers de nouveaux horizons, encore plus fastueux, encore plus déterminants pour son avenir de capitale de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Déjà se dessine la zone administrative et politique avec ses jardins soulignant pour mieux les révéler les hauts lieux de la démocratie. C'est en effet dans cet écrin de verdure et avec toute la noblesse requise que s'installeront les institutions législatives avec l'Assemblée nationale et le Sénat, les institutions judiciaires du palais de justice et de la Cour suprême, le pouvoir exécutif avec la primature, les ministères et la présidence de la République. De part et d'autre de ce lieu majeur s'installe une urbanité contemporaine, dont les îlots, ouverts ou séquencés, accueillent logements et bureaux, équipements scolaires et sportifs. Lieux de culte, théâtres, salles de concert, musées, maisons de la radio et de la télévision y occuperont des places de choix. La voie triomphale, voie des célébrations, des manifestations populaires et des défilés commémoratifs, voie exceptionnelle de 6 km de long pour 120 mètres de large, s'impose comme l'élément structurant de la capitale. Places et carrefours, terre-plein et contre-allées en fixent les intentions urbaines. Sols pavés ou plantés d'arbres, fontaines et murs d'eau, totems dressés, luminaires évocateurs de clochettes, de pousses de bambou ou de lampes à huile entissent les parcours et en panachent les ambiances. Une mise en scène qui guide la voie triomphale, qui symbolise l'élan de tout un pays, de toute une région d'Afrique, et qui inscrit dans la durée la volonté d'une nation réunie de s'ouvrir sur le monde. Une mise en scène, enfin, qui va à la rencontre de l'histoire. À l'entrée de la voie triomphale, l'Assemblée nationale et le Sénat ouvrent la porte du quartier administratif et politique. Au cœur du jardin africain, dans la perspective de la voie triomphale, une vallée se creuse. Symbole de la fertilité de la terre ivoirienne, fruit du travail de ses paysans, elle est dominée par le palais présidentiel, dont l'image traduit l'excellence d'un pouvoir exécutif fort, qui a réussi à fédérer les populations du Nord et du Sud et qui s'engage à exalter une identité nationale. Pont de la réconciliation, le palais présidentiel se glisse entre deux boucliers protecteurs dont les cornes verticales accentuent l'impulsion ici engagée et les lames de verre dichroïque horizontales, par les couleurs et reflets là encore diaprés qu'elles renvoient, celles d'une modernité en marche. Pont jeté pour rejoindre un futur prometteur, le palais présidentiel souligne la puissance d'une nation réunie. Ici, la place de la Nation, là, la place des provinces, au-delà, la maison des hôtes, la salle des réceptions ou la forêt sacrée, gigantesque sculpture et œuvre essentielle, car symbole de l'alliance scellée entre la Côte d'Ivoire traditionnelle et la Côte d'Ivoire contemporaine. J'aurais appris comme ça par hasard, oui. On loue le pont Houphouët-Boigny, le port autonome d'Abidjan, de ceci, tout ça, c'était aux mains des Blancs, notre électricité, notre eau, tout ça entre les mains des Blancs. Pourquoi? Pourquoi? Pour conforter sa politique de développement du pays, le président Gbagbo a inscrit l'extension du port d'Abidjan parmi ses actions prioritaires. L'aménagement d'un hub international dédié au transbordement des conteneurs sur l'île Boulet s'inscrit ainsi dans une démarche concertée
qui prévoit également d'occuper à terme le cordon littoral, où d'importants investissements seront consentis dans le secteur pétrolier pour le stockage des hydrocarbures, le raffinage et les industries pétrochimiques. Cette vision du grand futur, national et international pour le port d'Abidjan, est la preuve éclatante de la constante volonté du président Gbagbo de se tourner vers l'avenir et de l'anticiper. Une première tranche de 600 mètres de long, représentant 2 ou 3 postes à quai, doit impérativement être opérationnelle en 2012. C'est en effet à cette échéance que les installations du port de Vridi arriveront à saturation. Cette extension, qui équivaut à elle seule au doublement de la capacité du trafic actuel de conteneurs, permettra alors d'offrir aux grands armements internationaux de nouvelles capacités d'accueil dans la rade d'Abidjan. Avec la réalisation de 3 km de quais en plusieurs tranches successives, à l'aplomb de fond atteignant 15 mètres, équipé des portiques à conteneurs les plus modernes, le terminal de l'île Boulet deviendra l'une des plus importantes destinations maritimes d'Afrique. En se dotant ainsi des équipements de dernière génération nécessaires aux besoins du trafic international du XXIe siècle, le port d'Abidjan augmentera ses performances et son efficacité et confortera durablement sa position de premier port de la côte ouest de l'Afrique. Au-delà du nouveau terminal, la création d'une zone franche industrielle et commerciale apportera une très importante plus-value au port et une formidable accélération à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Les pouvoirs publics devront pour cela consentir les investissements qui s'imposent. Ceux-ci concernent en particulier le lancement d'un pont enjambant la lagune et qui sera relié à l'autoroute du Nord à travers la commune de Yopougon. De même sont à prévoir la construction d'une route d'accès et une desserte du site en eau et en électricité. Ce grand chantier d'infrastructure s'inscrira dans un maillage routier qui non seulement desservira les autres installations portuaires, et notamment celle à venir sur le cordon littoral, mais participera également à la desserte générale de l'agglomération. Les investissements concernent également l'élargissement du canal de Vridi et son approfondissement à moins 17 mètres pour permettre le passage des navires de 300 mètres de long et de 14 mètres de tirant d'eau. Mais nous avons beaucoup de richesses minières, nous allons les exploiter. Nous allons exploiter le pétrole, nous allons exploiter le gaz. Avec le gaz, nous faisons aujourd'hui de l'électricité. Il nous faut de l'électricité en abondance si nous voulons demain faire l'industrialisation. Abidjan, première ville d'Afrique de l'Ouest. En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants au moment de l'indépendance à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde.
Puis, la ville occupe progressivement Cocody, Marcory et Koumassi. Elle s'étend ensuite vers la Riviera, les deux plateaux, Abobo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport, vers Grand Bassam, a été occupé à son tour. Le Grand Abidjan s'organise à partir d'un axe routier majeur qui conforte la liaison Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, sans passer par le plateau. Connectée à l'autoroute du Nord, cette voie rapide traverse Yopougon, franchit la lagune par le pont Laurent Gbagbo, dessert l'île Boulet et le nouveau terminal à conteneurs, puis le cordon littoral et la future zone des hydrocarbures. Enfin, elle enjambe le canal de Vridi, rejoint l'aéroport et aboutit à la route de Grand Bassam en direction de Lagos. Une deuxième voie rapide, partant également de l'autoroute, borde la forêt du Banco, puis les deux plateaux et la Riviera, avant de contourner Bingerville et de rejoindre à son tour Grand Bassam, en franchissant la lagune par le futur pont d'Eloka. Ensemble, ces deux voies rapides dessinent une grande rocade périphérique qui réunit les trois premières capitales historiques de la Côte d'Ivoire et structure le développement du Grand Abidjan. La traversée de la lagune sera aussi assurée en de nombreux autres endroits, notamment par le troisième pont Riviera-Marcory, ainsi que par l'intensification du réseau de bateaux-bus. Pour compléter ce réseau de transport, une nouvelle liaison ferroviaire marchandises et voyageurs reliera Anyama au terminal à conteneurs de l'île Boulet. L'échangeur de l'autoroute est le point d'origine d'un nouvel itinéraire pour les véhicules venant du nord et se dirigeant vers Lagos. La nouvelle voie express permet d'atteindre rapidement les bords de la lagune à Azito en traversant tout Yopougon. Le long du parcours, les croisements à niveau décalé permettent de desservir et de désenclaver les différents quartiers du Banco, de Nyangon et de Yopougon-Kouté. Le long de cet axe, un vaste jardin linéaire utilise l'emprise inconstructible des lignes à haute tension. Le pont Laurent Gbagbo, ouvrage d'art emblématique qui marquera profondément le visage de la ville d'Abidjan, enjambe la lagune ébriée pour atteindre l'île Boulet. Sur l'île Boulet, les zones d'habitat se mêlent aux grands équipements publics, avec notamment un complexe sportif de taille olympique. Un grand parc urbain de 800 hectares de palmeraies et de plantations affirme les ambitions environnementales du Grand Abidjan. De l'autre côté du pont, s'étend une zone d'activité portuaire, complétée par une zone franche industrielle et commerciale de 400 hectares, qui fournira plus de 100 000 emplois. Le terminal à conteneurs est conçu pour traiter 3 millions de conteneurs par an, soit plus de 3 fois la capacité actuelle du terminal de Vridi. Sur le cordon littoral, côté Vridi, la zone des raffineries, des dépôts d'hydrocarbures et des industries pétrochimiques. Plus loin, une suite d'hôtels et d'installations balnéaires accueille touristes et hommes d'affaires et offre des destinations de loisirs pour les Abidjanais.
Le pourtour du lac Bacré est essentiellement destiné à des quartiers résidentiels. Des marinas inscrites au creux des baies s'ouvriront tantôt sur le lac Bacré, tantôt sur la lagune. Au cœur de cet ensemble, au centre de l'île Boulet, un quartier d'affaires, Nouveau Plateau, encadre un grand parc urbain ouvert sur la lagune. La seconde branche du pont Laurent Gbagbo conduit sur le cordon littoral. Après avoir traversé les nouveaux quartiers d'habitation, on atteint la future zone des complexes pétrochimiques. L'itinéraire se poursuit vers Lagos, marqué par la porte d'Abidjan, l'ouvrage de franchissement du canal de Vridi, dont la chaussée est suspendue à 60 mètres au-dessus de l'eau pour laisser le passage aux grands navires. Porté par le président Gbagbo, le Grand Abidjan s'impose avec vigueur et annonce le retour de la Côte d'Ivoire au premier plan de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il promet à la Côte d'Ivoire, globalement, c'est une mentalité de peuple qui gère les dirigeants et non l'inverse. C'est-à-dire finalement la flèche dirigeant vers peuple s'inverse dans le sens de peuple vers dirigeant. C'est-à-dire c'est la plénitude de la démocratie. Ce qu'il promet à travers son programme de gouvernement, mais avant le programme de gouvernement, le projet de société, je me résume en disant que c'est une nation forte, une nation solidaire, saine, prospère, multi-ethnique, où la gestion du multiculturalisme se transpose au niveau de la décentralisation, une nation polyconfessionnelle, où les différentes confessions travaillent à l'émancipation, au progrès de la société, où la société elle-même a mis de côté tous ces complexes. C'est ce qu'il promet à la Côte d'Ivoire. De sorte que désormais, après lui, je crois que les futurs dirigeants qui ne lui emboîtent pas le pas, qui ne sont pas humbles, auront beaucoup de difficultés. Parce qu'il a simplifié les choses en disant au peuple, c'est vous en fait qui deviez gérer la société. C'est à travers l'élan patriotique dû à la guerre que je pense que véritablement la Côte d'Ivoire une nation forte, solidaire, où les gens sont fiers d'être ivoiriens, sans exclure les autres bien sûr, mais de plus en plus fiers parce qu'il y a ce qu'on appelle le patriotisme économique, le patriotisme politique, le patriotisme dans tous les domaines de la vie. C'est parce que cela existe que les autres pays se développent. Les pays asiatiques disent qu'entre eux et nous, il n'y a pas de différence en termes d'âge historique, parce que nous sortons tous du sous-développement de la colonisation. Mais la différence entre eux et nous, c'est le déficit de patriotisme. Les Africains ne sont pas patriotes. Et c'est la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo qui projette demain ce sentiment et qui permettra que désormais on nous respecte et que nous aussi nous respectons les autres. Donc il promet l'effacement des complexes d'infériorité de l'Ivoirien face aux autres. Mais il ne promet pas l'exclusion. Un homme ouvert, humble, démocrate, qui partage
ne peut pas être quelqu'un qui exclut les autres. Une nouvelle idée de la politique est en train de se mettre en place. Une nouvelle manière de la politique est en train de se mettre en place. Sur quoi je veux m'appuyer pour rendre cette nouvelle manière irréversible? Je veux m'appuyer sur certains points précis. Premièrement, le pouvoir partagé. Je vois de plus en plus qu'il est dangereux de confier le pouvoir à un individu et à un parti politique. Il faut susciter de coalitions. On peut être élu tout seul comme président, on est toujours élu tout seul. Mais je souhaite que les coalitions, après moi, les coalitions gouvernementales soient la règle. On fait moins de bêtises. Parce que même dans la coalition, on a des points de vue qui se croisent, donc qui amènent à respecter le bien public. Le plus important dans le pouvoir partagé, c'est de rendre le pouvoir au peuple effectivement. J'ai dit pendant ma campagne, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Il n'est pas utile que moi j'ai tout le pouvoir économique en main pour qu'on sache que je suis président. Ce qui est utile, c'est de faire en sorte que chacun ait son pouvoir là où il travaille. Et qu'il soit épanoui.